Dimanche de Pâques 2024. Mon fils Thierry arrive chez moi avec une brochure colorée et un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Sur la couverture brillante, on peut lire « Les Glycines, résidence senior de prestige ». Il pose le dépliant sur ma table de cuisine, celle que j'ai sculptée dans du chêne massif il y a 43 ans, et me regarde droit dans les yeux avant de lâcher « Papa, j'ai trouvé la solution parfaite pour toi. J'ai déjà signé le compromis de vente de la maison. » Le silence qui suit est si lourd que j'entends le tic-tac de l'horloge comptoise que ma femme avait choisie pour nos 20 ans de mariage. Puis il ajoute, comme s'il parlait d'un déménagement de bureau. Le déménagement est prévu dans 2 semaines. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Je m'appelle Marcel Clément, j'ai 78 ans, et pendant 30 années de ma vie, j'ai tout donné à ce garçon assis en face de moi. Tout. Mon travail, ma santé, mes économies, mes rêves. Je suis menuisier ébéniste, ou plutôt j'étais, dans la région du Jura. Mes mains portent encore les cicatrices du bois et des outils. Mes doigts sont déformés par l'arthrose, mais chaque meuble que j'ai créé raconte une histoire d'amour pour mon métier et pour ma famille. Cette maison où nous sommes assis, je l'ai construite brique par brique. Pas au sens figuré, non. Littéralement. Chaque mur, chaque poutre, chaque placard. J'avais 24 ans quand j'ai commencé les fondations en 1970, et Thierry n'était qu'un projet dans nos têtes avec Marie, ma femme. J'ai passé 3 ans de mes soirées et week-ends à bâtir ce qui allait devenir notre nid familial. Les voisins me prenaient pour fou de refuser l'aide des maçons, mais moi je voulais que chaque centimètre carré porte l'empreinte de mes mains. Quand Thierry est né en 1976, j'ai sculpté son berceau dans un noyer centenaire que j'avais acheté à un fermier de la région. 6 mois de travail minutieux pour que mon fils dorme dans quelque chose d'unique au monde. Marie pleurait de bonheur en voyant les petits angelots que j'avais gravés sur les côtés. « Il aura de quoi raconter à ses enfants », disait-elle. Elle ne savait pas qu'il vendrait ce berceau sur le Bon Coin 20 ans plus tard pour s'acheter une PlayStation. Les premières années, Thierry était un enfant normal. Curieux, espiègle, toujours fourré dans mon atelier malgré les interdictions de sa mère. Il me regardait travailler avec des yeux écarquillés, poser 1000 questions sur les essences de bois, sur les techniques d'assemblage. À 8 ans, il savait distinguer un chêne d'un être rien qu'à l'odeur des copeaux. Je me disais qu'il prendrait peut-être la suite, que l'atelier Clément continuerait avec une 2e génération. Mais vers ses 15 ans, quelque chose a changé. Les copains de Lyon, les magazines de mode, les films américains. Tout à coup, mon métier est devenu ringard. Mes mains abîmées étaient dégoûtantes. La maison familiale était trop petite, le village mort. Il ne parlait plus que d'argent, de voitures de luxe, de réussite sociale. Je me souviens du jour où il m'a dit qu'il voulait faire du commerce, pour gagner de vrais sous, pas comme toi, papa. Marie et moi, on s'est regardés ce soir-là dans notre lit. On ne comprenait pas d'où venait cette amertume. On lui avait pourtant tout donné. Jamais il n'avait manqué de rien. Ses copains devaient prendre le bus pour aller au lycée à Lons-le-Saunier. Lui avait sa Peugeot 205 d'occasion que j'avais retapée entièrement. Les autres portaient les vêtements de leurs frères aînés. Thierry avait ses Nike neuves chaque rentrée. Quand il a eu son bac en 1994, il a annoncé qu'il voulait faire une école de commerce à Lyon. Pas l'université, non. Une école privée qui coûtait 45 000 francs par an. Je gagnais à peine 120 000 francs annuels avec mes commandes. Marie travaillait à temps partiel à la poste pour arrondir les fins de mois. L'école de commerce représentait plus du tiers de nos revenus. J'ai passé des nuits entières à faire les comptes sur la table de la cuisine. Refaire le crédit de la maison pour libérer des liquidités. Vendre ma camionnette d'atelier pour en acheter une d'occasion. Annuler les vacances en Bretagne qu'on se promettait depuis 3 ans. Marie a accepté de prendre un temps plein, malgré ses problèmes de dos qui l'empêchaient de rester debout plus de 6 heures d'affilée. C'est un investissement sur l'avenir, me disait-elle quand elle me voyait soupirer devant les factures. Notre fils aura une belle situation, il pourra nous aider quand on sera vieux.
Comme elle était naïve, ma pauvre Marie. Comme nous étions naïfs tous les deux. Thierry a eu son école. 3 années à Lyon, dans un studio que nous payions 6 000 francs par mois, plus les frais de scolarité, plus l'argent de poche, plus la voiture qu'il a absolument fallu changer en 2e année parce que, papa, je peux pas arriver au cours dans cette épave, ça fait mauvais genre. Pendant ces 3 années, je n'ai pris aucun week-end. Aucun. Je travaillais le samedi et le dimanche pour honorer les commandes qui s'accumulaient. Mon dos me faisait souffrir le martyre. Mes genoux commençaient à grincer comme de vieilles charnières. Mais il fallait bien financer les études de monsieur. Marie a développé des migraines à cause du stress. Elle ne dormait plus, se rongeait les sangs pour les échéances de fin de mois. Le médecin lui a prescrit des calmants, puis des antidépresseurs. Ma femme, qui chantonnait en préparant le déjeuner, était devenue silencieuse, préoccupée. Tout ça pour que notre fils puisse réussir dans la vie. En 1997, Thierry sort diplômé de son école. Premier de promotion, précise-t-il fièrement au téléphone. Il a trouvé un stage dans une agence immobilière lyonnaise. Et c'est là que les choses se compliquent encore. Le patron de l'agence, un certain Dufresne, apprécie les qualités commerciales de Thierry. Il lui propose un CDI, mais à une condition, qu'il investisse 30 000 francs dans l'agence pour devenir associé minoritaire. 30 000 francs. Une somme astronomique pour nous à l'époque. Nos économies étaient épuisées par les 3 années d'école. Le compte épargne que j'alimentais depuis mes 20 ans était vide. Thierry pleure au téléphone. « Papa, c'est la chance de ma vie. Dufresne dit que je peux devenir millionnaire avant mes 30 ans si j'accepte. Marie et moi, on se regarde encore. Que faire? Laisser notre fils louper la chance de sa vie? Après tout ce qu'on avait déjà investi? J'ai pris rendez-vous à la banque. Le conseiller m'a expliqué qu'avec mes revenus et mon âge, un prêt de 30 000 francs m'amènerait presque jusqu'à la retraite. Mais il y avait une solution, hypothéquer la maison. Hypothéquer la maison que j'avais construite de mes mains. Mettre en gage 27 années de labeur, de sueur, de rêve. Le banquier était très clair. « Monsieur Clément, si votre fils ne peut pas vous rembourser, nous serons obligés de saisir le bien. » J'ai signé quand même. Pour Thierry. Toujours pour Thierry. Les années suivantes, mon fils a effectivement réussi. L'agence immobilière marchait bien. Il gagnait correctement sa vie, s'était acheté un appartement à Lyon, une BMW, des costumes chers. Il venait nous voir une fois par mois, toujours pressé, toujours avec son téléphone qui sonnait toutes les 5 minutes. Les affaires, papa, tu comprends, ça ne dort jamais. Moi, je continuais à travailler. À 55 ans, j'aurais dû commencer à lever le pied, mais les remboursements du prêt ne me laissaient aucune marge. Marie a fait un premier infarctus en 2001. Léger, a dit le cardiologue, mais il fallait qu'elle arrête de travailler. Nos revenus ont chuté d'un tiers du jour au lendemain. C'est là que j'ai vendu mes machines. Mes belles machines allemandes que j'avais achetées une par une au fil des années. La scie à ruban Felder qui m'avait coûté 15 000 francs en 1985. La raboteuse Casadei que j'avais économisé 2 ans pour m'offrir. Le tour à bois Martin que Marie m'avait offert pour mes 40 ans en se privant de tout pendant 6 mois. 43 000 francs. C'est ce qu'un marchand de Besançon m'a donné pour l'équipement complet de mon atelier. Des machines qui en valaient le double. Mais j'étais pressé. J'avais besoin d'argent rapidement pour éponger les dettes et continuer à aider Thierry, qui traversait alors une période difficile dans son agence. J'ai gardé quelques outils à main, les plus précieux, ceux que mon propre père m'avait transmis. Des ciseaux à bois forgés à la main, un vilebrequin de 1923, des rabots en buis qui avaient l'âge de mes grands-parents. L'atelier est devenu un garage de fortune, poussiéreux, fantomatique. Parfois, je m'y asseyais sur un vieil établi et je regardais les traces sur le mur, là où étaient fixées mes machines. Comme des cicatrices sur une peau nue. Thierry n'a jamais commenté la vente de l'atelier. Quand je lui ai dit que j'arrêtais la menuiserie, il a juste répondu « C'est bien, papa, tu vas enfin pouvoir te reposer. » Se reposer? À 56 ans? Avec un prêt à rembourser jusqu'à mes 67 ans. J'ai trouvé du travail chez Castorama, vendeur au rayon bois et outillage.
43 ans de métier pour finir à conseiller des bricoleurs du dimanche sur le choix d'une perceuse. Le chef de rayon, un gamin de 30 ans qui me tutoyait et m'appelait Marcel, me faisait porter des sacs de ciment de 25 kilos malgré mes problèmes de dos. Marie dépérissait à vue d'œil. Les médicaments, l'inactivité forcée, le stress de nos difficultés financières. Elle qui avait toujours été coquette ne prenait plus soin d'elle. Elle passait ses journées en peignoir devant la télé, à regarder des feuilletons dont elle ne suivait même plus l'intrigue. En 2003, Thierry nous annonce qu'il se marie. Sandrine, une collègue de son agence. Fille de notaire, précise-t-il, quelqu'un de bien sous tout rapport. Le mariage aura lieu au château de Brou, dans l'Ain. 200 invités, orchestre, traiteur gastronomique. Ce sera le plus beau jour de ma vie, dit-il à sa mère qui sourit tristement. Le coût de ce mariage, 75 000 francs. 75 000 francs pour une journée. Plus que ce que je gagnais en 2 ans chez Castorama. Bien sûr, les parents de la mariée payaient leur part, mais Thierry attendait de nous qu'on fasse un effort. Papa, je ne peux pas avoir l'air du pauvre de la famille devant les bourgeois. Les bourgeois, c'était le nom de famille de Sandrine. Ironique, non? Nous avons emprunté 15 000 francs supplémentaires. 15 000 francs qu'on a regardé s'envoler en une seule journée. Pour des fleurs qui ont fané le lendemain, un repas qu'on a oublié le surlendemain, des photos qui prennent la poussière dans un album que personne ne regarde. Marie s'est effondrée pendant la cérémonie. Pas physiquement, non. Moralement. Je l'ai vu regarder tous ces gens fortunés, leurs robes de créateurs, leurs bijoux, leurs sourires de circonstance. Elle portait une robe achetée au solde de Tati qu'elle avait retouchée elle-même pour l'occasion. Ses chaussures étaient celles qu'elle mettait pour aller à la messe. Pas une seule personne ne lui a adressé la parole, à part pour lui demander où étaient les toilettes. Ce soir-là, en rentrant chez nous, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Marcel, on a élevé un étranger. » J'ai essayé de la rassurer, de lui dire que Thierry nous aimait, qu'il était juste un peu ébloui par son nouveau milieu. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Les années qui ont suivi le mariage, les visites se sont espacées. D'abord tous les mois, puis tous les 2 mois, puis seulement aux grandes occasions. Thierry était très pris par son travail. Sandrine n'aimait pas l'ambiance campagne de chez nous. Elle trouvait notre maison vétuste et notre mode de vie déprimant. En 2008, Marie a fait son 2e infarctus. Cette fois, c'était sérieux. 3 semaines d'hospitalisation, un pontage coronarien, des mois de rééducation. J'ai pris un congé sans solde pour m'occuper d'elle. Thierry est venu la voir 2 fois à l'hôpital, 2 fois en 3 semaines. Il restait 10 minutes, regardait sa montre, embrassait sa mère du bout des lèvres et repartait en disant qu'il avait un rendez-vous important. La facture médicale s'élevait à 8 000 € après remboursement de la Sécu. 8 000 € qu'on n'avait pas. J'ai appelé Thierry pour lui expliquer la situation. Il m'a écouté en silence, puis il a dit « Papa, je ne peux pas t'aider maintenant. On vient d'acheter un appartement plus grand et avec les frais de notaire. » Il a raccroché en me promettant de voir ce qu'il peut faire. Il n'a jamais rappelé. J'ai vendu ma Renault Scénic. La voiture qu'on avait achetée d'occasion en 1999, qui nous avait emmenés partout, qui était encore en parfait état parce que je l'entretenais comme un bijou. 5 000 €. Il m'en fallait encore 3 000. C'est là que j'ai fait quelque chose que je me reproche encore aujourd'hui. J'ai vendu les bijoux de famille de Marie. L'alliance de sa grand-mère, le collier de perles que sa mère lui avait offert pour ses 18 ans, les boucles d'oreilles art déco qu'elle portait le jour de notre mariage. Des bijoux sans grande valeur marchande, mais qui racontaient l'histoire de 4 générations de femmes de sa famille. Marie n'a rien dit quand elle s'est aperçue de leur disparition. Elle a juste pleuré en silence en caressant la boîte à bijoux vide. Elle savait pourquoi j'avais fait ça. Elle savait qu'on n'avait pas eu le choix. Mais quelque chose s'est cassé en elle ce jour-là. Une partie d'elle-même qu'elle ne récupérerait jamais. En 2010, Thierry nous annonce que Sandrine est enceinte. Enfin, une bonne nouvelle.
Marie reprend des couleurs, elle qui parlait de petits-enfants depuis si longtemps. Elle se remet à tricoter, achète des albums photos, commence à aménager la petite chambre du haut pour les futures visites du bébé. Clara naît en novembre 2010. Une petite fille magnifique aux yeux bleus de son grand-père et aux cheveux blonds de sa mère. Quand Thierry nous l'amène pour la première fois, Marie pleure de bonheur. Elle berce sa petite fille pendant des heures, lui chante les mêmes berceuses qu'elle chantait à Thierry 34 ans plus tôt. Mais les visites avec Clara sont rares. Sandrine trouve que l'air de la campagne n'est pas bon pour les bronches fragiles du bébé. Marie propose de venir à Lyon, mais l'appartement de Thierry est trop petit pour recevoir. En réalité, Sandrine ne veut tout simplement pas de nous dans sa vie bien ordonnée. Je découvre l'existence de Clara surtout à travers les photos que Thierry envoie par MMS. Ses premiers pas, ses premiers mots, son entrée à la maternelle. Une vie que nous regardons de loin, comme spectateurs d'un film dont nous ne faisons plus partie. En 2012, Marie commence à montrer les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. D'abord, ce sont de petits oublis. Une casserole sur le feu, les clés dans le frigo, les mots qui se mélangent parfois. Puis, les troubles s'aggravent. Elle me demande où est passé le petit, en parlant de Thierry enfant. Elle cherche sa mère décédée depuis 15 ans. Elle oublie parfois mon nom. Le diagnostic tombe comme un couperet en 2013. Alzheimer précoce, évolution rapide probable. Le neurologue m'explique qu'elle aura besoin d'une surveillance constante dans les mois qui viennent. J'ai 67 ans. Je prends ma retraite anticipée pour m'occuper d'elle. Ma pension de retraite s'élève à 930 € par mois. 930 € après 43 ans de labeur. Le prêt pour Thierry me prend encore 250 € mensuels jusqu'en 2017. Il nous reste 680 € pour vivre à deux. J'ai appelé Thierry pour lui expliquer la situation de sa mère. Il a écouté, a dit qu'il était désolé, qu'il allait essayer de venir plus souvent. Il n'est venu qu'une seule fois cette année-là. Une visite de 2 heures pendant laquelle il a passé la moitié du temps au téléphone avec ses clients. Marie ne l'a pas reconnu. Elle lui a demandé qui il était et ce qu'il faisait dans sa maison. J'ai vu mon fils pleurer ce jour-là. Peut-être les dernières vraies larmes que je l'ai vu verser. Il s'est enfermé dans la salle de bain pendant 10 minutes, puis il est ressorti comme si de rien n'était, redevenu l'homme d'affaires, pressé et distant qu'il était devenu. Les années suivantes ont été les plus dures de ma vie. Marie déclinait rapidement. Elle ne me reconnaissait plus que par intermittence. Parfois, elle m'appelait par le nom de son père. Parfois, elle me prenait pour un cambrioleur et me demandait de sortir de chez elle. Il fallait la laver, l'habiller, la nourrir comme un enfant. Je dormais 4 heures par nuit, pas plus. Elle se levait, désorientée, cherchait sa mère, voulait rentrer chez elle. J'ai installé des verrous en haut des portes pour l'empêcher de sortir la nuit. Notre maison était devenue une prison dorée, avec des barreaux invisibles mais bien réels. Thierry venait maintenant 1 fois par an, pour Noël. Il restait 2 heures, apportait des cadeaux que Marie ne comprenait plus, et repartait soulagé. Clara, qui avait maintenant 10 ans, me regardait avec des yeux tristes. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne lui expliquait vraiment ce qui arrivait à sa grand-mère. En 2018, Marie a fait une chute dans l'escalier. Triple fracture de la hanche, hospitalisation, puis maison de repos pour la convalescence. Elle n'est jamais revenue à la maison. L'établissement a jugé qu'elle avait besoin de soins constants que je ne pouvais plus lui prodiguer seule. 350 € par mois. C'est ce que coûtait sa place à la maison de retraite, après les aides publiques. 350 € sur ma pension de 930 €. Il me restait 580 € pour tout. Nourriture, essence pour aller la voir tous les jours, médicaments, charges de la maison. J'ai demandé à Thierry s'il pouvait m'aider pour les frais de sa mère. « Papa, tu sais bien que c'est impossible. Avec le crédit de l'appartement, les frais de scolarité privée de Clara, mes charges professionnelles, toujours des excuses, toujours des priorités plus importantes que ses parents. » Marie s'est éteinte le 15 mars 2020.
pendant le premier confinement. Je n'ai même pas pu être à ses côtés à cause des restrictions sanitaires. Elle est morte seule, dans une chambre d'hôpital, en demandant après son petit Thierry que les infirmières ne connaissaient pas. L'enterrement a eu lieu en comité restreint. Thierry, Sandrine, Clara, mes 2 vieux voisins et moi. 6 personnes pour dire adieu à une femme qui avait consacré sa vie entière à sa famille. Thierry portait un costume noir impeccable et des lunettes de soleil. Il a prononcé un petit discours convenu sur l'amour maternel et la mémoire éternelle. Puis il m'a serré la main, pas embrassé, serré la main. Et il est reparti à Lyon avec sa famille. Je me suis retrouvé seul dans notre maison. Vraiment seul pour la première fois depuis 50 ans. Les premiers mois, je parlais encore à Marie à voix haute. Je lui racontais ma journée, mes soucis, les nouvelles du village. Puis j'ai arrêté. Le silence était devenu mon seul compagnon. Clara, elle, a commencé à m'écrire. Des petites lettres adorables, où elle me racontait ses cours, ses amis, ses projets. Elle voulait devenir architecte, comme grand-père, qui construit de belles maisons. Cet enfant était la seule lueur dans ma vie, devenue si sombre. En 2021, pour ses 65 ans, Thierry m'a rendu visite. Pas pour me voir, non, pour faire le point sur ma situation. Il trouvait que je négligeais l'entretien de la maison, que le jardin était dans un état lamentable, que je laissais tout aller. Il avait raison sur certains points. À 75 ans, avec mes douleurs au dos et mes genoux usés, je n'arrivais plus à tout maintenir comme avant. Il va falloir réfléchir à une solution, papa, m'a-t-il dit ce jour-là. Une solution. Déjà, à l'époque, il ne parlait plus de mon bien-être, mais d'une solution à un problème. J'étais devenu un problème pour mon fils. L'année dernière, Clara est venue passer une semaine de vacances chez moi. 16 ans, belle comme le jour, intelligente comme sa grand-mère. Elle m'a aidé à ranger l'atelier, a voulu que je lui apprenne à utiliser les vieux outils. Grand-père, enseigne-moi ce que tu sais. Papa dit que ton métier va disparaître, mais moi, je trouve ça magnifique. Cette semaine-là, j'ai retrouvé un semblant de joie de vivre. Clara me posait des questions sur ma jeunesse, sur mon travail, sur sa grand-mère. Elle m'écoutait avec attention, prenait des notes dans un petit carnet. Je veux garder tous tes souvenirs, grand-père. C'est important, l'histoire d'une famille. Quand Thierry est venu la récupérer, j'ai vu sa contrariété. Il n'aimait pas que Clara s'attache autant à moi. Il avait peur que je lui mette des idées bizarres dans la tête, que je l'influence négativement, comme si l'amour d'un grand-père pouvait être négatif. Cet hiver, j'ai eu un petit accident domestique. J'ai glissé dans la salle de bain, rien de grave, juste une belle frayeur et quelques bleus. Mais la voisine qui m'a entendu tomber a prévenu Thierry. Il a rappelé le soir même, très inquiet. Pas pour moi, pour sa responsabilité. Papa, et si tu étais resté par terre toute la nuit? Et si tu avais eu un traumatisme crânien? Tu te rends compte des conséquences légales pour moi? C'est là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose se tramait. Thierry venait maintenant tous les mois, soi-disant pour prendre de mes nouvelles. En réalité, il inspectait. Il regardait si je prenais bien mes médicaments, si je me nourrissais correctement, si j'éteignais bien le gaz après avoir cuisiné. Il prenait des notes sur son téléphone. Un jour, j'ai surpris une conversation téléphonique qu'il avait dans le jardin. Il parlait avec quelqu'un de procédure de sauvegarde, de mise sous protection, de évaluation médico-sociale. Des mots qui m'ont glacé le sang. Mon propre fils était en train d'organiser ma mise sous tutelle. Et puis, il y a eu ce dimanche de Pâques 2024. Thierry arrive avec sa brochure des glycines et son annonce brutale. J'ai trouvé la solution parfaite pour toi. J'ai déjà signé le compromis de vente de la maison. Je regarde cette brochure colorée. Des photos de vieillards souriants qui jouent aux cartes, qui font de la gymnastique douce, qui écoutent des concerts de musique classique. Une prison dorée pour finir sa vie. 4 500 € par mois, précise la brochure. 4 500 € que je n'ai pas, mais que Thierry aura après la vente de ma maison. Ça sera mieux pour toi, papa.
continue-t-il. Tu auras des gens qualifiés pour s'occuper de toi. Tu ne seras plus isolé. Et moi, je serai plus tranquille. Plus tranquille. Enfin la vérité. Il ne s'agit pas de mon bien-être, mais de sa tranquillité d'esprit. Je lève les yeux vers lui. Cet homme de 48 ans, aux tempes grisonnantes, au costume impeccable, aux chaussures cirées. J'ai du mal à reconnaître l'enfant qui courait dans l'atelier, qui me demandait de lui fabriquer des épées en bois, qui s'endormait contre moi pendant que je lui lisais des histoires. Et si je ne veux pas, je lui demande. Il sourit, un sourire patient, condescendant, le sourire qu'on fait à un enfant capricieux. Papa, soyons raisonnables, tu as 78 ans. Cette maison est trop grande pour toi, tu n'arrives plus à l'entretenir. L'hiver dernier, tu as oublié d'éteindre le chauffage pendant 3 jours. Le mois dernier, Madame Jolivette m'a dit qu'elle t'avait vu sortir les poubelles en pyjama. Tu n'es plus en sécurité ici. Madame Jolivette, ma voisine qui m'espionne et rapporte tout à mon fils. Comme c'est pratique d'avoir des témoins pour justifier l'injustifiable. J'ai vécu ici 54 ans, je lui réponds calmement. J'ai construit cette maison de mes mains. Ta mère y est morte. Tes premiers pas, tes premiers mots, tout s'est passé ici. Justement, papa, cette maison c'est le passé. Il faut regarder vers l'avenir maintenant. L'avenir. L'avenir de qui? Le mien, à 78 ans, dans une chambre de 8 mètres carrés où je pourrais contempler les dernières années de ma vie, ou le sien, avec 400 000 € de plus sur son compte en banque. Et le notaire a dit quoi? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Tout est en règle. La promesse de vente est signée. L'acheteur verse un acompte de 40 000 € la semaine prochaine. On devrait finaliser la transaction avant l'été. Tout est en règle. 43 ans de ma vie liquidés en une signature, comme une simple transaction commerciale. Thierry a même l'air fier de son efficacité. Et mes affaires? On fera le tri. Tu garderas l'essentiel. Le déménageur s'occupe du reste. Ne t'inquiète pas pour les détails, papa. Je gère tout. Je gère tout. La formule magique de mon fils. Comme il a géré l'héritage de sa mère qu'il a dilapidé en placements hasardeux. Comme il a géré mes prêts en oubliant de me rembourser un centime. Comme il va gérer ma fin de vie en m'enfermant dans un mouroir doré. Tu n'as pas le droit, je lui dis finalement. Son sourire se fige légèrement. Papa, j'ai tous les droits, légalement parlant. Tu es mon père, je suis ton fils unique. Et cette maison... Il marque une pause, cherche ses mots. Cette maison est aussi la mienne, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Voilà bien l'hypocrisie de mon fils. Cette maison n'est pas la sienne, elle ne l'a jamais été. Il l'a fui dès qu'il a pu, l'a reniée, méprisée. Et maintenant qu'elle vaut de l'argent, elle redevient un peu la sienne. Sors, je lui dis calmement. Papa, ne sois pas... Sors de chez moi. Il reste assis, déstabilisé. Il ne s'attendait pas à cette résistance. Papa, il faut qu'on discute. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. C'est dangereux pour toi et stressant pour moi. Je ne dors plus la nuit en me demandant si... Sors. Cette fois, j'ai crié. Pour la première fois depuis des années, j'ai élevé la voix. Thierry sursaute, se lève précipitamment. Il n'a plus l'habitude de me voir en colère. Il y a si longtemps que j'acquiesce à tout, que j'accepte tout, que je subis tout. Tu fais une erreur, papa, dit-il en ramassant sa brochure. Une grosse erreur. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Il sort, en claquant la porte. J'entends sa BMW démarrer en trombe dans l'allée. Je reste seul dans ma cuisine, avec le silence qui retombe comme une chape de plomb. Mais quelque chose a changé en moi. Cette colère que j'ai sentie monter, cette révolte que je croyais morte depuis longtemps. Mon fils me prend pour un vieillard sénile qu'on peut manipuler à sa guise. Il va découvrir que Marcel Clément n'a pas dit son dernier mot. Je me lève, je vais dans mon bureau, j'ouvre le secrétaire en chaîne que j'ai fabriqué en 1985. Dans le tiroir secret que seul Marie et moi connaissions, il y a une chemise que je n'ai pas ouverte depuis 20 ans. Une chemise contenant des documents que Thierry a oubliés.
Des documents qui pourraient bien changer la donne. Car voyez-vous, mon fils n'est pas le seul à savoir gérer les choses. Moi aussi, j'ai appris à prévoir l'avenir. Et l'avenir qu'il me réserve ne se passera pas comme il l'imagine. Cette chemise jaunie que je tiens dans mes mains tremblantes contient 26 ans de ma vie. 26 ans de papiers soigneusement classés, de contrats signés, de décisions prises dans l'urgence et la confiance aveugle. En 1998, quand Thierry avait besoin de ses 30 000 francs pour devenir associé dans l'agence immobilière, le notaire, Maître Dubois, m'avait expliqué plusieurs options pour structurer ce prêt familial. « Monsieur Clément, m'avait-il dit à l'époque, vous pouvez faire un simple prêt personnel, mais je vous conseille plutôt une donation-partage, anticipée avec clause de révocation pour ingratitude. C'est plus complexe, mais ça protège mieux vos intérêts. » À 52 ans, je ne comprenais rien à ce jargon juridique. Je voulais juste aider mon fils. Le document que j'ai sous les yeux maintenant porte la signature de Thierry, celle de Marie et la mienne. Article 955 du Code civil français. La donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants. Si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments. Injures graves, refus d'aliments. Les mots résonnent dans ma tête comme un écho lointain. En 1998, jamais je n'aurais imaginé que mon propre fils pourrait un jour me traiter avec une telle indifférence, un tel mépris. Maître Dubois avait vu juste. Il connaissait la nature humaine mieux que moi. Je relis attentivement chaque clause de ce contrat que j'avais signé sans vraiment comprendre, en faisant confiance aux explications du notaire et à l'amour que je portais à mon fils. La donation-partage de 1998 incluait non seulement les 30 000 francs en liquide, mais aussi une part de propriété de la maison familiale. En gros, j'avais déjà légué la moitié de mes biens à Thierry de son vivant, avec l'accord de Marie. Mais il y avait cette clause de révocation. Et cette autre clause, encore plus intéressante, l'obligation d'entretien et d'assistance. Le donataire s'engage à assister le donateur en cas de nécessité, à lui fournir logement et soins si besoin, et à entretenir le patrimoine familial. Thierry avait signé ça. À 22 ans, il avait pris l'engagement légal de s'occuper de ses parents vieillissants. Je me souviens maintenant de cette signature. Thierry était pressé ce jour-là. Il avait un rendez-vous important avec son futur associé. Il n'avait même pas lu le contrat en entier. « Papa, je te fais confiance. Si tu dis que c'est bon, c'est bon. » Il avait signé en 3 endroits, gribouillé ses initiales sur chaque page, et il était reparti en courant vers sa nouvelle vie. 26 ans plus tard, je réalise que cette signature va peut-être me sauver. Mais d'abord, il faut que je comprenne exactement ce qui se trame dans l'ombre. Mon fils n'agit pas seul. Cette histoire de maison de retraite, ce compromis de vente signé sans mon accord, cette pression psychologique pour me faire partir, tout ça sans la manœuvre orchestrée. Le lendemain de sa visite, je téléphone à Maître Dubois. 86 ans maintenant, mais toujours en activité. Sa secrétaire me dit qu'il peut me recevoir dans l'après-midi. J'enfourche mon vieux vélo, je n'ai plus de voiture depuis que j'ai vendu la Scénic, et je pédale jusqu'à Lons-le-Saunier, 15 kilomètres sous un soleil de plomb. À 78 ans, le trajet me prend 2 heures, avec 3 arrêts pour reprendre mon souffle. Maître Dubois me reçoit dans son bureau lambrissé de chêne. Un chêne que j'ai peut-être travaillé dans ma jeunesse, qui sait. Il me reconnaît immédiatement malgré les années. « Marcel, ça me fait plaisir de vous revoir, mais vous avez l'air soucieux. » Je lui raconte tout. La visite de Thierry, la brochure des glycines, le compromis de vente signé sans mon accord. Maître Dubois m'écoute en prenant des notes, ses sourcils broussailleux se fronçant de plus en plus. « Marcel, dit-il quand j'ai fini, ce que votre fils fait là, c'est de l'abus de faiblesse caractérisé. Il ne peut pas vendre votre maison sans votre signature. Même s'il a hérité d'une part par donation-partage, vous conservez l'usufruit viager. Usufruit viager.
Encore un terme que je ne comprends qu'à moitié. Ça veut dire que vous avez le droit d'habiter cette maison jusqu'à votre mort, Marcel, même si elle appartient en partie à votre fils sur le papier. Il ne peut pas vous en chasser. Je sens un immense soulagement m'envahir. Puis, l'inquiétude revient. Mais il a dit qu'il avait signé un compromis de vente. Un compromis de vente sans votre signature n'a aucune valeur légale. Soit il bluffe pour vous faire peur, soit il compte sur votre ignorance juridique pour vous faire signer. Dans les deux cas, c'est de la manipulation. Maître Dubois sort le dossier de 1998 de ses archives. Il relit le contrat avec attention. Marcel, écoutez-moi bien. Si votre fils persiste dans cette voie, vous avez des recours. Cette donation-partage peut être révoquée pour ingratitude, et d'après ce que vous me racontez, les motifs ne manquent pas. Je rentre chez moi avec un nouveau regard sur la situation. Mon fils me ment. Il essaie de me manipuler. Mais pourquoi cette urgence? Pourquoi maintenant? Il y a forcément quelque chose que je ne vois pas. Le soir même, je téléphone à Clara. Elle décroche à la première sonnerie. « Grand-père, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. » « Clara, ma chérie, est-ce que ton père t'a parlé de quelque chose récemment à propos de ma maison ?» Un silence, puis un soupir. « Grand-père, papa m'a dit que tu allais peut-être déménager dans une résidence pour seniors. Il dit que c'est mieux pour ta santé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça horrible. Cette maison, c'est ton histoire, notre histoire. Comment il peut vouloir la vendre? Ma petite fille comprend ce que son père refuse de voir. Cette maison n'est pas un actif immobilier, c'est un héritage émotionnel. Clara, est-ce que tu sais pourquoi ton père a besoin d'argent en ce moment? Nouveau silence. Plus long. Grand-père, je ne suis pas censé te dire ça, mais papa a des problèmes avec son agence. Il a fait de mauvais investissements l'année dernière. Maman et lui se disputent tout le temps à cause de l'argent. Tout s'éclaire d'un coup. Thierry ne veut pas me protéger en me mettant en maison de retraite. Il a besoin de liquidités rapidement et ma maison représente 400 000 € facilement mobilisables. Je ne suis plus son père dans cette histoire. Je suis devenu sa bouée de sauvetage financière. Clara, est-ce que tu pourrais essayer de savoir autre chose? Discrètement? Grand-père, qu'est-ce que tu prépares? Cette petite est futée. Elle sent qu'il se trame quelque chose. Je me défends, ma chérie. Comme tu m'as appris, il faut toujours connaître toute l'histoire avant de juger. Les jours suivants, je mène ma petite enquête. Je contacte d'anciens clients de l'agence de Thierry, des gens du métier que je connais depuis des années. Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'agence Dufresne-Clément traverse une crise majeure. Plusieurs gros dossiers se sont écroulés, des clients mécontents ont porté plainte, et l'associé principal, ce fameux Dufresne, cherche à se désolidariser de Thierry. J'apprends aussi que Sandrine a consulté un avocat pour une éventuelle séparation. Les disputes d'argent ont empoisonné leur couple. Clara me confirme au téléphone que l'ambiance à la maison est électrique. Son père rentre tard. Sa mère ne lui adresse plus la parole. Et elle se réfugie dans ses études pour échapper aux tensions. Mais ce qui me retourne l'estomac, c'est ce que j'apprends par la cousine de Marie, Georgette, qui habite Lyon. Elle a croisé Sandrine au supermarché la semaine dernière et celle-ci lui a raconté que Thierry avait déjà prévu l'aménagement d'une partie de ma maison en gîte rural. Ça rapportera au moins 2 000 € par mois l'été, aurait dit Sandrine. Et avec les 400 000 de la vente, on peut éponger toutes nos dettes. Mon fils a déjà tout calculé. Ma mise en maison de retraite, la vente de ma maison, la reconversion en location saisonnière. Ma vie liquidée et transformée en plan business. J'en ai des sueurs froides. Mais le pire reste à venir. Clara m'appelle un soir, la voix tremblante. « Grand-père, il faut que je te dise quelque chose. J'ai entendu papa au téléphone avec un docteur. Il parlait de toi. Qu'est-ce qu'il disait ? Il demandait comment faire constater que tu n'es plus capable de prendre tes propres décisions. Il parlait d'expertise médicale, de mise sous tutelle. Grand-père, j'ai peur qu'il essaie de te faire passer pour... » Elle n'arrive pas à finir sa phrase. Moi si. Pour sénile,
Il veut me faire passer pour sénile. Le silence au bout du fil me confirme que j'ai vu juste. Mon fils ne compte pas seulement sur ma naïveté pour me faire signer la vente de ma maison. Il prépare un dossier médical pour prouver que je ne suis plus en possession de mes facultés mentales. Avec ça, il pourrait obtenir une mise sous tutelle et gérer tous mes biens légalement. Grand-père, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette question de ma petite fille de 16 ans me bouleverse. On. Elle dit « on », comme si nous étions alliés dans cette bataille. Et nous le sommes, finalement. Elle et moi contre son père qui a perdu tout sens moral. Clara, est-ce que tu peux continuer à m'informer de ce qui se dit à la maison? Sans te mettre en danger, bien sûr. Bien sûr, grand-père, mais fais attention. Papa devient de plus en plus nerveux. Hier, il a crié après maman parce qu'elle avait acheté du saumon au lieu de sardines. Il n'est plus le même. L'argent corrompt tout, même l'amour paternel. Mon fils est devenu un étranger, prêt à mentir sur l'état mental de son propre père pour s'enrichir. Comment en est-on arrivé là? Le lendemain, je retourne chez Maître Dubois avec tous ces nouveaux éléments. Le vieux notaire n'en revient pas. Marcel, votre fils joue un jeu très dangereux. L'abus de faiblesse sur personne âgée, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et s'il essaye de falsifier un dossier médical, il secoue la tête, dégoûté. Maître, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Plusieurs choses. D'abord, allez voir votre médecin traitant pour faire constater par écrit que vous êtes parfaitement lucide et autonome. Ensuite, rassemblez toutes les preuves de manipulation, les messages, les témoignages, les documents qu'il vous a fait miroiter. Et enfin, il marque une pause, me regarde droit dans les yeux. Enfin, Marcel, vous pouvez actionner cette clause de révocation pour ingratitude. Récupérer la pleine propriété de vos biens, remettre les compteurs à zéro. Et après, c'est vous qui décidez. Vous pouvez déshériter complètement votre fils ou lui laisser une part symbolique. Mais l'important, c'est que vous repreniez le contrôle de votre vie. Je rentre chez moi avec la tête qui bouillonne. Révocation pour ingratitude. Les mots tournent en boucle dans mon esprit. Ai-je vraiment le courage d'aller jusque-là? De rompre définitivement avec mon fils unique? Ce soir-là, je sors l'album photo de famille. Thierry a 3 ans, qui court dans le jardin. Thierry a 10 ans, fier de la cabane que j'avais construite dans le chêne du fond. Thierry a 15 ans, qui m'aide à porter des planches dans l'atelier. Où est passé cet enfant? Quand est-ce que l'amour s'est transformé en calcul? Je pense à Marie. Qu'est-ce qu'elle me conseillerait? Elle qui défendait toujours Thierry, même quand ses erreurs nous coûtaient cher. Il finira par comprendre, disait-elle. L'amour finit toujours par l'emporter. Pauvre Marie. Elle est morte en espérant encore que notre fils redeviendrait l'enfant aimant qu'il avait été. Le week-end suivant, Thierry revient, sans prévenir comme souvent maintenant. Je l'entends garer sa BMW dans l'allée. Il entre sans frapper, comme s'il était déjà chez lui. « Salut papa, j'espère que tu as réfléchi à notre conversation de dimanche dernier. » Il a l'air fatigué et tendu. Ses cheveux sont moins bien coiffés que d'habitude, sa chemise froissée. Les soucis financiers commencent à se voir sur son visage. J'ai réfléchi, oui. Parfait. J'ai pris rendez-vous avec le directeur des Glycines pour mardi. Il veut te rencontrer avant de valider ton admission. Ton admission. Comme si c'était déjà décidé. Thierry, assieds-toi, il faut qu'on parle. Il consulte sa montre, agacé. Papa, j'ai pas beaucoup de temps. Sandrine m'attend pour... Assieds-toi. Le ton de ma voix le surprend. Il s'assoit en soupirant. Thierry, je sais pourquoi tu veux vendre ma maison. Il pâlit légèrement. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que ton agence a des problèmes. Je sais que tu as des dettes. Je sais que Sandrine veut divorcer. Il se raidit sur sa chaise. Qui t'a dit ça? Peu importe, ce qui compte, c'est que tu me mens depuis le début. Cette histoire de maison de retraite, c'est pas pour mon bien-être. C'est pour ton portefeuille. Le masque tombe enfin. Thierry abandonne son sourire de façade et me regarde avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Et alors? Tu crèves dans cette maison trop grande pour toi, papa. Tu vis comme un ermite, tu ne vois personne, tu ne fais rien de tes journées. Au moins,
Avec l'argent de la vente, tu pourrais vivre confortablement aux Glycines, et moi je pourrais sauver mon entreprise. C'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, il dit, comme si ma vie était une transaction commerciale. Et si je refuse? Son sourire revient, mais glacial cette fois. Papa, à ton âge, on n'a plus vraiment le choix. Tu commences à oublier des choses, à négliger ton hygiène, à faire des erreurs. Hier encore, Madame Jolivet m'a dit qu'elle t'avait vu parler tout seul dans le jardin. Les signes de sénilité, ça peut aller très vite. La menace est claire. S'il ne peut pas m'avoir par la persuasion, il m'aura par la contrainte légale, en me faisant passer pour un vieillard gâteux. Thierry, regarde-moi bien. Je me lève, je vais chercher la chemise jaunie dans le secrétaire. Tu vois ce dossier? Qu'est-ce que c'est? La donation partage de 1998, tu te souviens? Quand tu avais besoin de 30 000 francs pour ton association avec Dufresne. Il fronce les sourcils, mal à l'aise. Oui, et alors? Alors, tu as signé un contrat, Thierry. Un contrat qui contenait des clauses que tu n'as jamais lues, des obligations que tu n'as jamais respectées. Je sors les papiers, les pose sur la table. Article 955 du Code civil, révocation de donation pour ingratitude. Injure grave envers le donateur, refus d'assistance. Thierry devient livide. Il attrape les papiers, les lit en diagonale, la panique dans les yeux. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, me protéger de mon propre fils. Tu ne peux pas faire ça. Cette donation, c'était il y a 26 ans. Tu n'as jamais évoqué de problème. Parce que j'espérais que tu finirais par comprendre, que l'amour finirait par l'emporter, comme disait ta mère. Mais ta mère est morte, Thierry. Elle est morte en attendant un coup de fil de son fils qui ne venait jamais. Elle est morte en espérant que tu viendrais la voir plus souvent. Elle est morte en se demandant où elle avait échoué dans ton éducation. Les mots sortent de ma bouche comme un torrent longtemps retenu. Toute cette amertume accumulée pendant des années. Papa, arrête. Non, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Pendant 30 ans, j'ai tout sacrifié pour toi. Mon métier, ma santé, mes économies, mon bonheur. Ta mère a sacrifié sa santé, sa joie de vivre, ses bijoux de famille. Et toi? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour nous? Quand est-ce que tu as renoncé à quelque chose pour tes parents? Thierry reste muet. Pour la première fois depuis des années, je le vois tel qu'il est vraiment. Un homme de 48 ans, égoïste et cupide, prêt à tout pour sauver sa situation financière. Même à mentir sur l'état mental de son père. Cette révocation pour ingratitude, Thierry, elle me permet de récupérer la pleine propriété de mes biens. Toute la maison redevient à moi. Et toi, tu n'auras plus rien. Tu n'oseras pas. Détrompe-toi. J'ai rendez-vous avec Maître Dubois lundi matin. Les papiers seront prêts mardi. La procédure prendra quelques semaines, mais elle aboutira. Tu peux faire appel, bien sûr, mais avec ton casier de mauvais payeur et tes tentatives de manipulation, tu n'as aucune chance. Thierry se lève d'un bond, fait les 100 pas dans la cuisine. Je le vois calculer, chercher une parade, une échappatoire. Papa, soyons raisonnables. On peut trouver un arrangement. Je peux te laisser la maison et prendre juste une partie de tes économies. Ou alors on vend et on partage 50-50. Mes économies? Tu veux parler du compte épargne que j'alimente pour les études de Clara? Les 15 000 € que j'ai mis de côté en me privant de tout depuis la mort de ta mère? Il rougit. Il pensait que j'ignorais ses projets sur ce compte aussi. Clara me raconte tout, Thierry. Je sais que tu avais prévu de récupérer cet argent aussi. Avec la tutelle, tu aurais eu accès à tous mes comptes. Papa, Tais-toi. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas sortir d'ici, tu vas annuler ce rendez-vous aux Glycines et tu vas oublier tes projets sur ma maison. Sinon, je lance la procédure de révocation et tu perdras tout. Et après, tu crois que tu vas vivre encore combien d'années dans cette baraque? Tu vas mourir seul, papa, seul et amer. Ces mots me font mal, mais je ne cède pas. Peut-être, mais au moins, je mourrai chez moi, dans la maison que j'ai construite, entouré des souvenirs de ta mère.
Pas dans une chambre d'hôpital déguisée où on me fera prendre mes médicaments en m'appelant par mon prénom. Thierry ramasse son manteau, les mâchoires serrées. Tu fais une connerie, papa. Une énorme connerie. Et quand tu seras vraiment malade, quand tu auras vraiment besoin d'aide, ne compte pas sur moi. J'ai arrêté de compter sur toi le jour où tu as laissé ta mère mourir seule à l'hôpital, Thierry. Le jour où tu as préféré tes rendez-vous d'affaires aux derniers mots de la femme qui t'avait donné la vie. Il claque la porte si fort que le cadre photo de Marie, posé sur la cheminée, tombe et se brise. Je regarde le verre cassé, le visage souriant de ma femme découpé en morceaux. Comme notre famille, comme tous nos rêves. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas triste. Je me sens libre. Libre de la culpabilité, libre de l'espoir déçu, libre de l'amour à sens unique que je portais à ce fils ingrat. Le lundi matin, je me rends chez Maître Dubois comme prévu. Il a préparé tous les documents nécessaires. La procédure de révocation pour ingratitude peut commencer. Il me prévient que Thierry aura un délai pour contester, qu'il peut faire appel, que ça prendra du temps. Ça ne fait rien, maître. J'ai attendu 78 ans pour me faire respecter par mon fils. Je peux bien attendre quelques mois de plus. En sortant de l'étude, je croise le facteur qui me reconnaît. Monsieur Clément, ça tombe bien, j'ai une recommandée pour vous. L'enveloppe porte l'entête d'un cabinet d'avocats lyonnais. Je l'ouvre avec appréhension. C'est une mise en demeure de Thierry, me sommant de cesser mes agissements diffamatoires et de respecter les accords familiaux antérieurs. Il menace de porter plainte pour chantage moral et abus de faiblesse à l'encontre d'une personne âgée. Je souris en lisant cette prose juridique. Mon fils a engagé un avocat pour m'intimider, mais il a oublié un détail. Maître Dubois pratique le droit depuis 50 ans, et il connaît tous les avocats du département. Celui que Thierry a choisi n'est qu'un bleu de 30 ans spécialisé dans les divorces conflictuels. L'après-midi même, je reçois un appel de Clara. « Grand-père, papa est fou furieux. Il crie depuis hier soir. Il dit que tu l'as trahi, que tu ne comprends rien à ses problèmes. Maman pleure dans sa chambre. Clara, ma chérie, est-ce que tu veux venir passer quelques jours chez moi, le temps que les choses se calment? Je peux pas, grand-père. Papa m'a interdit de te voir. Il dit que tu es devenu dangereux, que tu essaies de monter la famille contre lui. Dangereux. Me voilà promu au rang de danger public. Un vieillard de 78 ans qui défend ses droits devient un criminel aux yeux de son propre fils. Clara, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive dans les semaines qui viennent, souviens-toi que je t'aime, que tu es la seule chose pure et belle qui reste dans cette famille, et que la maison sera toujours ouverte pour toi. Grand-père, j'ai peur. Papa parle de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Il dit que tu décompenses, que c'est typique des gens de ton âge. L'hôpital psychiatrique. Mon fils est prêt à aller jusque-là, à me faire interner pour incapacité mentale. Le voilà, le vrai visage de Thierry Clément. Un homme sans scrupules qui sacrifierait la dignité de son propre père pour quelques milliers d'euros. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je réfléchis à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui va se passer. La bataille juridique qui commence ne sera pas facile. Thierry a des relations, de l'argent pour payer des avocats, et il n'hésitera pas à mentir pour me faire passer pour fou. Mais j'ai deux atouts qu'il sous-estime. D'abord, Maître Dubois, qui connaît le droit mieux que quiconque dans la région. Et ensuite, Clara, qui voit la vérité derrière les mensonges de son père. Au petit matin, je prends une décision. Je vais me battre. Pas seulement pour garder ma maison, mais pour récupérer ma dignité. Pour que Clara comprenne qu'on ne doit jamais accepter l'injustice, même quand elle vient de sa propre famille. Pour que la mémoire de Marie soit honorée. Thierry veut la guerre, il va la voir. Mais il découvrira que Marcel Clément, le vieux menuisier du Jura, a plus d'un tour dans son sac. Et que parfois, la justice finit par rattraper ceux qui l'ont oublié en chemin. Les 3 semaines qui suivent cette confrontation avec Thierry sont les plus intenses de ma vie depuis la mort de Marie. Chaque jour apporte son lot de manœuvres, de contre-attaques, de révélations. Mon fils ne reste pas inactif.
Il mobilise tous ses contacts, tous ses moyens pour me faire plier. Mais il a sous-estimé la détermination d'un vieux menuisier qui n'a plus rien à perdre. Le premier coup vient dès le mercredi. Dr Lemaire, mon médecin traitant depuis 15 ans, me convoque de toute urgence dans son cabinet. Quand j'arrive, je trouve Thierry dans la salle d'attente, costume impeccable, sourire de façade. Il se lève en me voyant. « Papa, quelle coïncidence. J'étais justement venu voir le docteur pour lui parler de tes petits soucis de santé. » Mes petits soucis de santé. Le piège se referme déjà. Dr Lemaire nous reçoit ensemble, ce qui me met mal à l'aise. Thierry prend immédiatement la parole. « Docteur, je suis très inquiet pour mon père. Ces dernières semaines, j'ai remarqué des changements inquiétants. Des oublis, de la confusion, des colères inexpliquées. Hier encore, il m'a accusé de vouloir voler sa maison. C'est totalement irrationnel. » Le docteur me regarde par-dessus ses lunettes. « Marcel, comment vous sentez-vous ?»« Je me sens très bien, docteur. Et mon fils ne dit pas la vérité. » Thierry soupire théâtralement. « Vous voyez, il devient parano. Il croit que tout le monde lui veut du mal. »« Thierry, je dis calmement, peux-tu expliquer au docteur pourquoi tu as signé un compromis de vente sur ma maison sans mon accord ?» Le masque de mon fils glisse une seconde. Le docteur fronce les sourcils. « Un compromis de vente ? Papa fabule, docteur, il mélange tout. J'ai juste pris des renseignements sur des résidences seniors pour son bien-être futur. » Docteur Lemaire nous regarde tour à tour. Je sens qu'il flaire quelque chose de pas net. « Marcel, accepteriez-vous de passer quelques tests cognitifs, juste pour être sûr que tout va bien ?»« Avec plaisir, docteur. Les tests durent 1 heure. Mémoire, logique, orientation spatiale, calcul mental. Je réponds à tout sans difficulté. Le docteur note soigneusement mes réponses. À la fin, il rend son verdict. « Marcel, vos facultés cognitives sont parfaitement normales pour votre âge. Aucun signe de démence ou de trouble psychiatrique. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. » Le visage de Thierry se décompose. « Docteur, il a peut-être de bons moments, mais... » « Monsieur Clément, fils, coupe Dr Lemaire. Votre père va très bien. Je vais d'ailleurs rédiger un certificat médical en ce sens, si vous en avez besoin pour vos démarches administratives. » Première manche gagnée. Thierry ressort du cabinet avec une tête d'enterrement. Son plan pour me faire passer pour gâteux vient de s'effondrer. Mais il ne renonce pas. Le vendredi, je reçois la visite de Madame Jolivet, ma voisine. Elle sonne chez moi avec un air gêné. « Marcel, il faut que je te parle. » Je la fais entrer, lui offre un café. Elle tourne autour du pot pendant 10 minutes avant de lâcher le morceau. « Marcel, ton fils m'a demandé de témoigner sur tes difficultés. Il dit que tu deviens dangereux pour toi-même et pour le voisinage. » Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? J'ai dit que je n'avais jamais rien remarqué d'anormal. Que tu étais peut-être moins bavard qu'avant, mais c'est normal après la mort de Marie. Qu'est-ce qui se passe, Marcel ? Je lui raconte tout. La tentative de vente forcée, les menaces, la manipulation. Madame Jolivette n'en revient pas. Ce garçon a toujours été bizarre, mais là, il dépasse les bornes. Ne t'inquiète pas, Marcel. Si on me demande de témoigner contre toi, je dirai la vérité. Cette solidarité inattendue me réchauffe le cœur. Je ne suis pas seul face à mon fils. Le lundi suivant, Maître Dubois me convoque. La procédure de révocation pour ingratitude suit son cours. Les papiers ont été envoyés à Thierry et à son avocat. Ils ont 15 jours pour répondre. Marcel, votre fils a engagé un ténor du barreau lyonnais, Maître Fontaine. Très cher, très retors, il va essayer de prouver que vous n'êtes pas en état de prendre cette décision. Avec le certificat du docteur Lemaire. Ça complique leurs affaires, c'est sûr. Mais attendez-vous à une bataille acharnée. Votre fils joue gros. Le mercredi, c'est Clara qui m'appelle, affolée. Grand-père, papa interdit à maman de te parler. Il surveille son téléphone, ses emails, tout. Et il m'a confisqué mon portable pour 1 semaine. Comment tu m'appelles alors ? Du lycée. Grand-père, j'ai découvert quelque chose. Papa a rencontré un promoteur immobilier la semaine dernière. Il parlait de construire un lotissement à la place de ta maison. Un lotissement. Mon fils veut non seulement me voler ma maison, mais la raser pour construire des pavillons de banlieue.
43 ans de ma vie transformés en résidence les glycines bis. Clara, est-ce que tu peux essayer d'en savoir plus? J'essaie, grand-père. Mais papa devient de plus en plus méfiant. Hier, il a fouillé ma chambre. Il cherchait mes cahiers, mes livres. Il voulait savoir si tu m'avais dit des choses contre lui. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu ne parlais jamais de lui. Que tu me racontais juste des histoires sur grand-mère et sur ton travail de menuisier. Ma petite fille ment pour me protéger. À 16 ans, elle comprend déjà mieux la notion de loyauté que son père de 48 ans. Clara, fais attention. Ne prends aucun risque. Ne t'inquiète pas, grand-père, je suis plus maligne que papa le croit. Le jeudi soir, coup de théâtre. Thierry débarque chez moi avec l'avocat Fontaine et un huissier. Costume noir, mallette de cuir, air grave. On dirait des croque-morts. Papa, annonce Thierry solennellement. Maître Fontaine va t'expliquer les conséquences de tes actes irréfléchis. L'avocat, la cinquantaine, calvitie naissante, me tend une liasse de papier. Monsieur Clément, nous contestons formellement la procédure de révocation pour ingratitude engagée par votre notaire. Cette procédure est abusive et nous allons le prouver. Sur quel motif? D'abord la prescription. Cette donation date de 26 ans. Ensuite l'absence de motif légitime. Votre fils a toujours été un bon fils présent, attentionné. Je manque de m'étrangler. Attentionné, vous savez que sa mère est morte seule à l'hôpital parce qu'il était trop occupé pour venir? Les circonstances de la mort de madame sont regrettables, mais elles ne constituent pas juridiquement une injure grave. L'huissier prend des photos de la maison, note l'état des lieux, pose des questions sur mes habitudes. Je sens le piège qui se resserre. Monsieur Clément, continue l'avocat, nous avons des témoignages de voisins qui s'inquiètent pour votre état mental. Des comportements erratiques, des négligences domestiques. Votre fils agit dans votre intérêt. Quel voisin? Thierry consulte ses notes. Madame Jolivet a confirmé qu'elle t'avait vu parler tout seul dans le jardin. Monsieur Rousseau dit que tu oublies parfois de rentrer tes poubelles. Madame Dufour a remarqué que tu portais le même pull 3 jours de suite. Tous ces détails insignifiants transformés en preuve de démence, la manipulation à l'état pur, et le certificat médical du docteur Lemaire, vous en faites quoi? L'avocat sourit froidement. Un seul avis médical ne suffit pas. Nous demandons une expertise psychiatrique complète, par un spécialiste habilité par le tribunal. Et en attendant, nous demandons une mesure de sauvegarde de justice, pour protéger vos intérêts et éviter que vous fassiez d'autres actes dangereux. Mesure de sauvegarde de justice, autrement dit, mise sous tutelle temporaire. Thierry obtiendrait la gestion de mes biens le temps de la procédure. Machiavélique. Après leur départ, je téléphone immédiatement à Maître Dubois. Il n'est pas surpris. Marcel, je m'attendais à cette manœuvre. Mais ils ont un problème. Votre certificat médical récent. Et puis, j'ai fait mes recherches sur ce Maître Fontaine. Il a déjà été sanctionné 2 fois par l'ordre pour pratiques douteuses. Qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque. J'ai préparé un dossier avec tous les éléments prouvant la manipulation de votre fils, ses menaces, ses tentatives d'intimidation, ses projets financiers sur votre dos. Et j'ai une surprise pour vous. Laquelle? J'ai retrouvé l'ancien associé de votre fils, ce Dufresne. Il accepterait de témoigner sur les méthodes de Thierry. Apparemment, votre fils l'a ruiné dans des investissements foireux. Cette nouvelle me redonne espoir. Thierry va découvrir que ses anciens complices ne sont plus disposés à le couvrir. Le week-end suivant, c'est Clara qui me rend visite en secret. Elle a profité d'une sortie scolaire pour s'échapper et venir me voir. Quand elle arrive, elle a les yeux rouges d'avoir pleuré. Grand-père, ça devient horrible à la maison. Papa et maman se disputent tout le temps. Elle veut partir, il la menace de lui prendre ma garde. Et moi, je suis au milieu. Je la serre dans mes bras. Cet enfant ne devrait pas vivre ça. Clara, ma chérie, tout va s'arranger. Ton grand-père n'a pas dit son dernier mot. Grand-père, j'ai quelque chose pour toi. Elle sort de son sac une clé USB. J'ai enregistré papa au téléphone avec son avocat. Il expliquait comment te faire interner si la procédure de tutelle ne marche pas. Il parlait aussi de
de te faire tomber dans l'escalier pour que ça ait l'air d'un accident. Mon sang se glace. Mon fils envisage de me faire du mal physiquement. L'argent l'a rendu complètement fou. Clara, tu ne peux pas rester dans cette maison. C'est dangereux. J'ai déjà prévu, grand-père. Maman a accepté qu'on parte toutes les deux chez ma tante à Marseille, dès que les cours se terminent. Au moins, ma petite fille sera en sécurité. Mais cette fuite me confirme que Thierry a franchi une ligne rouge. Il n'est plus seulement cupide, il est devenu dangereux. Maître Dubois écoute l'enregistrement avec stupéfaction. Marcel, avec ça, on tient votre fils. Menace de violence, tentative d'extorsion, projet d'abus de faiblesse. Il risque la prison. Je ne veux pas l'envoyer en prison, maître. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Alors, on va négocier, mais d'une position de force. Le mardi suivant, Maître Dubois organise une réunion dans son bureau. Thierry, son avocat, l'ancien associé Dufresne qui témoigne par visioconférence, et moi. L'atmosphère est électrique. Maître Dubois commence par exposer notre dossier, les preuves de manipulation, les témoignages, l'enregistrement de Clara. Au fur et à mesure qu'il parle, je vois le visage de Thierry se décomposer. L'avocat Fontaine essaie de minimiser. Ces enregistrements sont illégaux. Ils ne seront jamais retenus par un tribunal. Peut-être, répond Maître Dubois calmement. Mais ils existent, et ils peuvent fuiter dans la presse. Imaginez les gros titres. Un agent immobilier menace son père de 78 ans pour s'emparer de sa maison. Bon pour les affaires, ça. Thierry pâlit encore plus. Puis c'est au tour de Dufresne de parler. Par écran interposé depuis la Suisse où il s'est exilé, il raconte comment Thierry l'a entraîné dans des investissements hasardeux, comment il a menti à ses clients, comment il a détourné des fonds de l'agence. Thierry Clément est capable de tout pour de l'argent, conclut-il, y compris de manipuler son propre père. Le silence qui suit est pesant. L'avocat Fontaine chuchote à l'oreille de Thierry, qui secoue la tête énergiquement. « Bon, dit Maître Dubois, puisque vous refusez de négocier, nous allons en justice. Révocation pour ingratitude, plainte pour menace, enquête sur vos pratiques professionnelles. Ça vous va ?» L'avocat Fontaine demande une suspension de séance. Ils sortent dans le couloir pour discuter. J'entends des éclats de voix, Thierry qui proteste, son avocat qui tente de le raisonner. Quand ils reviennent, Thierry a l'air d'un homme brisé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il d'une voix blanche. « C'est simple, » répond Maître Dubois. « Vous renoncez à tous vos droits sur la maison de votre père. Vous annulez toutes les démarches concernant sa mise sous tutelle. Vous vous engagez à ne plus l'importuner. En échange, il n'y aura pas de plainte pénale. Et la révocation pour ingratitude, elle aura lieu quand même. Votre père récupère la pleine propriété de ses biens, mais il accepte de vous léguer symboliquement 1 euro par testament, histoire que vous ne puissiez pas contester l'héritage plus tard. 1 euro. Après tout ce que j'ai donné à ce fils, il récupérera 1 euro. L'ironie me fait presque sourire. Thierry regarde son avocat, qui acquiesce tristement. « J'accepte, » dit-il dans un souffle. Maître Dubois fait immédiatement dactylographier l'accord. Thierry le signe sans le relire, comme il avait signé la donation-partage 26 ans plus tôt. Mais cette fois, c'est lui qui se fait piéger par sa négligence. Quand nous sortons de l'étude, Thierry m'attend sur le parking. « Papa, tu es content? Tu as gagné. » J'ai juste récupéré ce qui était à moi, Thierry. Rien de plus. Et nous, notre relation père-fils, elle compte pour rien? Je le regarde longuement. Cet homme qui a menacé de me faire du mal, qui a voulu me faire interner, qui a terrorisé sa propre femme et sa fille. Quelle relation père-fils, Thierry? Tu m'as traité comme un obstacle à tes projets financiers. Tu as méprisé ta mère jusqu'à sa mort. Tu as fait du chantage émotionnel à ta propre fille. Où vois-tu une relation père-fils là-dedans? Papa, on peut encore réparer. Non, c'est trop tard. Tu as montré ton vrai visage. Et ce visage me dégoûte. Moi, je m'éloigne vers l'arrêt de bus. Thierry crie dans mon dos. Tu vas mourir seul, papa, seul et amer. Et personne ne pleurera à ton enterrement.
Je me retourne une dernière fois. Ta mère pleurerait si elle entendait ça. Heureusement qu'elle est morte avant de voir ce que tu es devenu. C'est la dernière fois que je parle à mon fils. Les semaines suivantes passent dans un calme relatif. Clara m'écrit de Marseille. Elle va bien, sa mère aussi. Elles ont trouvé un petit appartement. Sandrine travaille dans une boutique de mode. Papa nous menace de procès, mais l'avocat de maman dit qu'il n'a aucune chance. Il a trop de casseroles. Effectivement, les ennuis de Thierry ne font que commencer. L'ordre des agents immobiliers a ouvert une enquête sur ses pratiques. Plusieurs clients ont porté plainte pour escroquerie. Son agence va fermer dans les prochains mois. Moi, je redécouvre la paix. Plus de coups de téléphone menaçants, plus de visites impromptues, plus de chantage affectif. Ma maison redevient mon refuge. J'ai repris quelques petits travaux de menuiserie. Rien de commercial, juste pour le plaisir. Je refais les volets du voisin, je répare l'escalier de Madame Jolivet, je fabrique une niche pour le chien du maire. Mes mains retrouvent leur agilité d'autrefois. L'atelier au fond du jardin reprend vie. J'ai racheté quelques outils d'occasion, pas grand-chose, mais suffisant pour mes besoins. L'odeur du bois, le chant de la varlope sur le hêtre, la satisfaction de voir naître une forme sous mes doigts, tout ça m'avait manqué. Au mois de juillet, Clara vient passer 2 semaines chez moi. 16 ans maintenant, belle comme sa grand-mère au même âge, intelligente et volontaire. Elle veut apprendre le métier. Grand-père, enseigne-moi tout. Je veux devenir architecte, mais je veux savoir travailler le bois avec mes mains, comme toi. Ces 2 semaines sont les plus belles depuis la mort de Marie. Clara absorbe tout comme une éponge, les essences de bois, les techniques d'assemblage, l'histoire de chaque outil. Le soir, on s'assoit sur la terrasse et je lui raconte ma vie, mes souvenirs, mes regrets aussi. Grand-père, tu ne regrettes pas ce que tu as fait avec papa? Non, ma chérie. J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Se défendre contre l'injustice, ce n'est jamais mal. Même quand c'est ton propre fils, surtout quand c'est ton propre fils, parce que si tu laisses faire, tu lui enseignes que l'amour parental n'a pas de limite, même face à la cruauté. Au mois d'août, je reçois la visite de Maître Dubois. Il vient me voir en ami maintenant, pas en notaire. Il m'apporte une bouteille de vin du Jura et des nouvelles du monde extérieur. « Marcel, votre fils a quitté la région. Il s'est installé à Toulouse, semble-t-il. Il essaie de recommencer à zéro. Et son ex-femme, Sandrine s'en sort bien. Elle a trouvé un travail stable. Clara réussit brillamment au lycée. Elle parle de vous revenir s'installer dans la région l'année prochaine. Cette perspective me réjouit. Retrouver ma petite fille près de moi, voir grandir cette graine d'espoir dans le désert qu'était devenue ma famille. En septembre, je fête mes 79 ans. Seul, mais pas triste. J'ai invité les voisins pour un apéritif dans le jardin. Madame Jolivet a apporté son gâteau aux noix, le maire est venu avec sa femme, même le curé s'est déplacé. « Marcel, » dit le maire en levant son verre, « vous nous avez donné une leçon de courage cette année. Bravo !» Le curé acquiesce. Se défendre contre l'injustice, c'est un devoir moral, même quand ça fait mal. Ces paroles simples me touchent plus que tous les discours. J'ai retrouvé le respect de mes voisins et surtout le respect de moi-même. Ce soir-là, seul dans ma cuisine, je repense à tout ce chemin parcouru. 1 an plus tôt, j'étais un vieillard résigné qui attendait la mort en subissant les humiliations de son fils. Aujourd'hui, je suis redevenu Marcel Clément, menuisier, propriétaire de sa maison, maître de sa destinée. Bien sûr, la solitude pèse parfois. Les soirées d'hiver sont longues quand on n'a personne à qui parler. Mais c'est une solitude choisie, pas subie. Et puis, il y a Clara qui m'écrit, qui m'appelle, qui me rend visite dès qu'elle peut. Au mois d'octobre, j'ai eu un petit malaise cardiaque. Rien de grave, mais suffisant pour m'emmener aux urgences. Clara a accouru de Marseille, affolée. Elle est restée 3 jours à mon chevet. Grand-père, j'ai eu si peur de te perdre. Ma chérie, on ne perd jamais vraiment les gens qu'on aime. Ta grand-mère est partie, mais elle est encore là, dans cette maison, dans mes souvenirs, dans tout ce que je t'enseigne. Et toi,
Tu seras toujours là pour moi, dans cette maison que j'ai construite, dans l'atelier où je t'apprends le métier, dans les valeurs que je t'ai transmises. Oui, je serai toujours là. Le médecin m'a dit que mon cœur était fatigué, mais que j'avais encore de belles années devant moi. Continuez comme ça, Marcel. Vous avez retrouvé la joie de vivre, ça se voit. La joie de vivre. Oui, c'est exactement ça. En me débarrassant de cette relation toxique avec Thierry, j'ai libéré une énergie que je croyais perdue. Je ne porte plus le poids de sa culpabilité, de ses reproches, de ses attentes financières. Au mois de décembre, Clara m'annonce qu'elle a obtenu une bourse pour faire ses études d'architecture à Dijon. Elle pourra revenir tous les week-ends, passer toutes ses vacances chez moi. Grand-père, j'ai un projet fou. Quand j'aurai mon diplôme, je veux créer un atelier d'architecture et de menuiserie. Allier la conception et la réalisation. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es la digne héritière de cette famille, ma chérie, et que ton grand-père sera fier de t'aider dans ce projet. On pourrait transformer l'atelier, l'agrandir, en faire un vrai laboratoire de création. L'enthousiasme de Clara me contamine. À 79 ans, j'ai de nouveau des projets, des rêves, des raisons de me lever le matin. Pour Noël, nous sommes 4 à table. Clara, sa mère Sandrine, Madame Jolivet que j'ai invitée pour qu'elle ne soit pas seule, et moi. Un petit Noël familial, simple et chaleureux. Rien à voir avec les Noëls guindés d'avant, quand Thierry venait par obligation en regardant sa montre. Sandrine me remercie pour tout ce que j'ai fait. Marcel, sans vous, jamais j'aurais eu le courage de quitter Thierry. Vous m'avez montré qu'on pouvait se défendre, qu'on n'était pas obligé de subir. Chacun trouve sa force quand il faut, ma petite. Vous l'aviez en vous depuis le début. Après le dîner, Clara me prend à part. Grand-père, j'ai une question indiscrète. Tu ne regrettes vraiment jamais pour papa? Je réfléchis longuement avant de répondre. Clara, j'ai regretté l'enfant qu'il a été. J'ai regretté le père que j'aurais voulu être pour lui. Mais l'homme qu'il est devenu, non. Cet homme-là a choisi l'argent contre l'amour, l'égoïsme contre la famille. Ce ne sont pas mes valeurs. Et s'il revenait, s'il s'excusait? Les excuses, c'est facile. Ce qui compte, ce sont les actes. Ton père a eu 48 ans pour apprendre à aimer sa famille. Il a préféré apprendre à la manipuler. Tu es dur. Non, ma chérie, je suis juste. Et la justice, parfois, elle ressemble à de la dureté. En janvier 2025, je reçois une lettre. L'enveloppe ne porte pas d'expéditeur, mais je reconnais l'écriture. Thierry. Papa, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que tu ne veux plus me voir, mais il fallait que je t'écrive. Tu avais raison. Surtout, j'ai été un mauvais fils, un mauvais mari, un mauvais père. L'argent m'a rendu fou. J'ai perdu ma famille, mon travail, ma dignité. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je regrette chaque jour de ma vie. Prends soin de toi. Thierry, je lis cette lettre 3 fois. Elle me fait de la peine, mais elle ne change rien. Thierry regrette parce qu'il a tout perdu, pas parce qu'il a compris ses erreurs. C'est le regret de l'échec, pas le regret moral. Je range la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, quand mes cheveux seront plus blancs encore, quand mes forces déclineront vraiment, je la relirai avec d'autres yeux. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à 79 ans, je regarde l'avenir avec confiance. Cette maison que j'ai construite abritera encore l'amour et la transmission. Clara y apprendra le métier de ses ancêtres. Ses futurs enfants y entendront peut-être les histoires du vieux grand-père menuisier qui savait fabriquer des meubles et défendre sa dignité. Ce soir, en m'endormant dans le lit que j'ai partagé avec Marie pendant 50 ans, je me dis que j'ai réussi quelque chose d'important. J'ai montré qu'on peut vieillir debout, qu'on peut être vieux sans être faible, qu'on peut aimer ses enfants sans accepter leurs coups. Marie, si tu m'entends, sache que j'ai protégé notre héritage. Pas seulement la maison et l'argent, les valeurs aussi, l'honneur aussi. Notre petite fille saura ce que ça veut dire d'avoir une colonne vertébrale.
Et toi, qui lis ou écoutes cette histoire, qu'est-ce que tu en penses? Ai-je été trop dur avec mon fils? Ou ai-je fait ce qu'il fallait pour sauver ma dignité? Parfois, la justice ressemble à de la cruauté. Mais parfois, la cruauté déguisée en amour fait plus de dégâts que l'honnêteté brutale. Merci de m'avoir accompagné dans ce récit. Merci d'avoir écouté la voix d'un vieux monsieur qui a appris sur le tard qu'il ne faut jamais accepter l'inacceptable. Même quand ça vient de ceux qu'on aime le plus. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, le respect, ça ne se donne pas, ça s'impose.